Il y a 3 mois, je vivais dans une maison de 4,2 millions de dollars en Californie avec ma femme et mes enfants. Aujourd'hui, je tiens une lettre qui révèle que toute ma vie n'a été qu'un mensonge, et que la femme qui m'a détruit a peut-être sauvé ma vie sans le savoir. Je m'appelle Fletcher Morrison et j'ai 47 ans. Jusqu'à récemment, j'étais expert en sinistres commerciaux à Pasadena, le genre de gars qui passait ses journées à évaluer les catastrophes des autres et à les aider à se reconstruire. J'avais ce que tout le monde appellerait le rêve américain. Une belle femme nommée Cordelia, avec qui j'étais marié depuis 18 ans. Des jumeaux, Kinland et Brenna, âgés respectivement de 16 et 14 ans, vifs d'esprit et le centre de mon univers. Nous vivions dans cette magnifique maison sur les collines avec une vue sur toute la ville s'étendant sous nous comme un tapis scintillant. Je pensais savoir exactement qui j'étais, Fletcher Morrison, fils de Wilfred Morrison, une bibliothécaire tranquille qui m'avait élevé seul après la mort de mon père dans un accident de voiture quand j'avais 12 ans. Mon père était supposément un homme ordinaire, travaillait dans la construction, est mort trop jeune et a laissé ma mère trouver comment élever un fils avec un salaire de bibliothécaire. Nous n'avions pas grand-chose en grandissant dans l'Ohio, mais maman s'assurait toujours que j'avais ce dont j'avais besoin. C'était le genre de femme qui se souvenait de l'anniversaire de tout le monde, qui gardait les albums photos organisés par année, qui s'assurait que je mangeais mes légumes et faisais mes devoirs. Cordelia était mon amour de lycée. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 17 ans et elle 16. Nous sommes tombés amoureux comme le font les adolescents, avec tout ce que nous avions. Elle était ambitieuse, belle, le genre de femme qui pouvait entrer dans une pièce et attirer l'attention sans effort. Elle s'est lancée dans l'immobilier après l'université et y était sacrément douée. Nous avons construit cette vie ensemble, brique par brique, année après année. Les enfants sont arrivés. Nous avons déménagé en Californie pour de meilleures opportunités, acheté la maison de rêve et inscrit Kinland et Brenna dans des écoles privées. Kinland était notre athlète vedette, 1,88 m et bâti comme son grand-père l'était apparemment, bien que je n'ai jamais vraiment assez connu mon père pour en être sûr. Il jouait au basket-ball universitaire, et des universités le repéraient déjà alors qu'il n'était qu'en 2e année de lycée. Brenna était l'artiste de la famille, tout comme ma mère l'avait été à sa manière tranquille. Elle pouvait dessiner n'importe quoi, elle avait cette façon de voir le monde qui vous faisait vous arrêter et regarder les choses différemment. Pendant 47 ans, ce fut mon histoire. C'était qui j'étais, Fletcher Morrison, homme de famille, expert en sinistre, ancien enfant de l'Ohio qui avait réussi en Californie. Je n'avais aucune raison de douter de tout cela. Puis tout a commencé à s'effondrer. Cela a commencé il y a environ 18 mois avec de petites choses. Cordelia recevait des appels téléphoniques et sortait pour y répondre. Elle rentrait du travail de plus en plus tard, invoquant de nouveaux clients, de plus grosses affaires. Elle a commencé à me regarder différemment, comme si j'étais un étranger qu'elle essayait de comprendre. La chaleur que nous avions partagée pendant près de 2 décennies a commencé à se refroidir degré par degré jusqu'à ce que j'ai l'impression de vivre avec quelqu'un qui tolérait à peine ma présence. Les enfants l'ont remarqué aussi. Kinland me demandait pourquoi maman semblait toujours en colère. Brenna a commencé à passer plus de temps dans sa chambre, dessinant des images plus sombres, des portraits de famille qui semblaient brisés même lorsqu'elle souriait. Je n'arrêtais pas de penser que c'était une phase, peut-être des choses du début de la quarantaine, peut-être le stress du travail. J'ai essayé de parler à Cordelia, j'ai essayé de planifier des soirées en amoureux, j'ai essayé tout ce à quoi je pouvais penser pour me reconnecter avec la femme que j'aimais depuis mon adolescence. Rien n'a fonctionné. Au contraire, mes efforts semblaient la rendre plus distante, plus hostile. Puis sont arrivés les papiers du divorce. Pas seulement des papiers de divorce, mais une attaque en règle contre tout ce que je pensais savoir de moi. Selon l'avocat de Cordelia, j'étais un joueur compulsif qui cachait d'énormes dettes. J'étais financièrement irresponsable, potentiellement dangereux, certainement inapte à avoir la garde de nos enfants. Ils avaient des relevés bancaires montrant des transactions que je n'avais jamais effectuées. Des reçus de casino avec ma signature que je n'avais jamais signée, des déclarations de témoins affirmant que j'avais emprunté de l'argent et ne les avais jamais remboursés. Rien de tout cela n'était vrai. Pas un seul mot. Mais d'une manière ou d'une autre, ils avaient des documents pour tout cela. La salle d'audience était un cauchemar. J'étais assis là, regardant toute ma vie être démantelée par des avocats qui parlaient de moi comme si j'étais une sorte de criminel. Ma propre femme, la mère de mes enfants, la femme avec qui j'avais partagé un lit pendant 18 ans, ne me regardait même pas.
lorsque le juge a accordé tout à Cordelia, la maison, la garde principale, même mes actifs commerciaux, j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Mais le pire est arrivé après, devant le tribunal. Cordelia s'est approchée de moi avec ce sourire que je n'avais jamais vu auparavant, froid et satisfait. Elle s'est penchée près de moi et a chuchoté, « Tu ne reverras plus jamais Kinland et Bruna. Je les déménage à Portland le mois prochain, et tu n'as plus l'argent pour me combattre. » C'est là que j'ai su que ce n'était pas seulement un mariage qui s'effondrait. C'était tout autre chose, quelque chose de calculé et de cruel que je ne pouvais pas comprendre. En 6 semaines, j'avais perdu ma maison, mes enfants et même ma licence d'assurance à cause des allégations fabriquées de mauvaise conduite financière. Je n'avais nulle part où aller, sauf en Ohio, dans la maison de ma mère qui était vide depuis sa mort il y a 2 ans. Alors, j'ai chargé ce qui restait de ma vie à l'arrière de ma Honda Civic et j'ai parcouru 1900 km jusqu'à un endroit où je n'avais pas vécu depuis mes 18 ans. C'est là que cette histoire commence vraiment. Le trajet de la Californie à l'Ohio m'a pris 3 jours, et chaque kilomètre me donnait l'impression de remonter le temps. Au moment où je me suis garé dans l'allée de la maison de ma mère, sur Maple Street à Akron, je me sentais comme un fantôme revenant hanter son propre passé. La maison ressemblait exactement à ce qu'elle était lors des funérailles de maman 2 ans plus tôt. Petite, propre, le genre de maison de plein pied des années 1960 qui définissait l'Amérique de la classe moyenne à l'époque où cela signifiait réellement quelque chose, bardage blanc, volet noir. Un porche juste assez grand pour 2 chaises et une petite table où ma mère avait l'habitude de s'asseoir chaque soir avec son thé et le livre qu'elle lisait de la bibliothèque. Je suis resté longtemps dans la voiture avant de pouvoir me résoudre à entrer. C'était censé être temporaire, juste un endroit pour me ressaisir pendant que je cherchais comment reprendre ma vie en main. Mais assis là, regardant cette modeste petite maison, je ne pouvais m'empêcher de penser à quel point j'étais tombé. Il y a 3 mois, je pouvais voir le centre-ville de Los Angeles depuis la fenêtre de ma chambre. Maintenant, je regardais les nains de jardin de Madame Patterson de l'autre côté de la rue. Ma mère, Wilfred Morrison, avait vécu dans cette maison pendant 35 ans. Elle l'avait achetée quand j'avais 12 ans, juste après la mort de mon père, utilisant l'argent de son assurance vie et le peu d'économies qu'ils avaient réussi à amasser. C'était le genre d'achat qui représentait l'espoir plus que la logique, une mère célibataire avec un salaire de bibliothécaire contractant un prêt hypothécaire parce qu'elle croyait que son fils méritait un jardin et sa propre chambre. Maman était la personne la plus discrètement forte que j'ai jamais connue. Elle ne s'est jamais remariée après la mort de papa, n'a même jamais eu de rendez-vous galant autant que je pouvais le dire. Elle s'est consacrée à m'élever et à son travail à la succursale du centre-ville de la bibliothèque publique d'Akron. Chaque matin, elle me préparait le petit déjeuner et mon déjeuner, puis marchait les 6 pâtés de maison jusqu'à son travail, portant son propre déjeuner dans un sac en papier marron. Chaque soir, elle rentrait à la maison avec une pile de livres sous le bras, certains pour le travail, certains pour le plaisir, certains parce qu'elle pensait que je pourrais les aimer. Elle avait cette façon de rendre notre petite vie riche et pleine. Nous n'avions pas d'argent pour des vacances de luxe, alors elle créait des aventures dans notre propre jardin. Nous montions la tente et campions sous les étoiles, et elle me racontait des histoires sur les constellations pendant que nous partagions un thermos de chocolat chaud. Quand je me suis intéressé aux avions modèles réduits, elle a fait des heures supplémentaires à la bibliothèque pour m'acheter des kits, puis s'est assise avec moi à la table de la cuisine, m'aidant à peindre les minuscules détails, même si sa vue n'était pas excellente. Ce dont je me souviens le plus de ma mère, c'est cette certitude tranquille qu'elle semblait avoir pour tout. Elle savait toujours exactement combien d'argent nous avions, exactement quand les factures devaient être payées, exactement ce dont j'avais besoin avant que je ne sache que j'en avais besoin. Pour une femme qui avait été veuve jeune et laissée seule pour élever un enfant, elle ne semblait jamais inquiète ou dépassée. Elle gérait simplement tout ce qui devait être géré avec cette compétence calme qui me faisait me sentir en sécurité d'une manière que je n'ai pas pleinement appréciée avant de devenir moi-même parent. Le plus étrange, c'est que nous semblions toujours avoir juste assez d'argent. Jamais en abondance, mais jamais le genre de pénurie désespérée à laquelle on s'attendrait avec le salaire d'une bibliothécaire mère célibataire. Quand j'avais besoin de vêtements d'école, il y avait de l'argent pour les vêtements d'école. Quand la voiture tombait en panne, elle la faisait réparer. Quand je voulais aller à l'université, elle a réussi à le faire aussi, bien qu'elle n'ait jamais expliqué exactement comment elle avait réussi à économiser suffisamment. Je lui ai demandé une fois, quand j'avais la vingtaine, nouvellement marié à Cordelia et commençant à comprendre à quel point la vie pouvait être chère. « Maman, comment as-tu fait? Comment as-tu réussi à me donner tout ce dont j'avais besoin avec ce que la bibliothèque te payait ?»
Elle a juste souri, son sourire tranquille, et a dit « On trouve un moyen quand quelqu'un que l'on aime dépend de nous ». C'est ce que font les parents. Maintenant, en déverrouillant la porte d'entrée et en entrant dans sa maison pour la première fois depuis les funérailles, je pouvais sentir sa présence partout. Ce mélange de savon à la lavande et de vieux livres qui avait toujours signifié « chez moi, pour moi ». Les meubles étaient exactement là où elle les avait laissés. Ses lunettes de lecture reposaient toujours sur la table d'appoint à côté de son fauteuil préféré. Le dernier livre qu'elle lisait, un roman policier sur une bibliothécaire qui résout des crimes, était ouvert sur la table basse avec un marque-page indiquant toujours sa place. En traversant ces pièces familières, je sentais le poids de tout ce que j'avais perdu peser sur moi comme une chose physique. Mes enfants étaient à 1000 kilomètres, probablement en train de se faire raconter des choses terribles sur leur père. Ma femme était devenue une étrangère qui semblait me haïr avec une intensité que je ne pouvais pas comprendre. Ma carrière était détruite, ma réputation en ruine, mon compte en banque vide. Mais debout dans le salon de ma mère, entouré de ses livres et de ses photographies, et de la dignité tranquille de la vie qu'elle avait bâtie pour nous, j'ai pris une décision. Cette maison était la seule chose que les avocats de Cordelia ne pouvaient pas me prendre. Elle était à moi maintenant, libre de toute dette. Un cadeau d'une femme qui avait passé toute sa vie d'adulte à s'assurer que j'avais quelque chose de solide sur quoi m'appuyer. Je la rénoverais, la vendrais, et utiliserais chaque sou pour me battre pour mes enfants. Cela semblait un bon plan. Je n'avais aucune idée que j'étais sur le point de découvrir que ma mère m'avait laissé quelque chose de bien plus précieux que l'immobilier. La procédure de divorce a commencé 8 mois après que Cordelia m'ait demandé de l'espace pour réfléchir. J'aurais dû m'en douter, mais je croyais toujours que nous pouvions arranger les choses, pensant toujours qu'il s'agissait de notre mariage et non de quelque chose de bien plus sombre. Je n'oublierai jamais le matin où les papiers m'ont été signifiés. Je me préparais pour le travail, la même routine que j'avais depuis 15 ans, café, douche, embrasser Cordelia en lui disant au revoir, même si elle m'avait à peine reconnu pendant des mois. La sonnette a sonné à 7h30, et là se tenait un huissier de justice avec une enveloppe qui allait détruire tout ce que je pensais savoir de ma vie. La pétition ne demandait pas seulement le divorce, elle demandait tout, la garde complète de Kinland et Brenna, la maison, mes actifs commerciaux, même mes comptes de retraite. Mais ce qui m'a glacé le sang, ce sont les allégations. Selon ces documents, j'étais un joueur compulsif qui avait caché d'énormes dettes à ma famille. Ils affirmaient que j'avais volé de l'argent sur des comptes séquestres de clients pour alimenter mon addiction. Ils me dépeignaient comme financièrement irresponsable, émotionnellement instable et potentiellement dangereux pour mes propres enfants. Rien de tout cela n'était vrai. J'avais peut-être acheté 5 billets de loterie dans toute ma vie, jamais mis les pieds dans un casino, jamais même joué au poker avec des amis. J'avais bâti ma pratique d'assurance sur la confiance et la fiabilité. Chaque compte client était propre, chaque sou était comptabilisé. Mais d'une manière ou d'une autre, l'avocat de Cordelia avait des documents pour tout cela. Quand je l'ai confrontée ce soir-là, elle rangeait des cartons dans notre chambre avec une efficacité mécanique. Cordelia, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai brandi les papiers du divorce, mes mains tremblantes. Addiction au jeu. Vol. Tu sais que rien de tout cela n'est vrai. Elle n'a même pas levé les yeux en pliant ses vêtements. Je sais ce que je sais, Fletcher. Les relevés bancaires ne mentent pas, quels relevés bancaires? Montre-moi ces relevés bancaires. C'est alors qu'elle s'est finalement tournée vers moi. Et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant, pas de la colère, pas de la douleur, mais quelque chose de froid et de calculateur qui la faisait ressembler à une parfaite étrangère. Tu n'es pas l'homme que j'ai épousé, dit-elle calmement. Peut-être que tu ne l'as jamais été. Les 6 semaines suivantes furent un tourbillon de réunions juridiques, de révisions de documents et d'observations de ma vie se faisant disséquer par des étrangers. L'avocate de Cordelia, une femme élégamment vêtue nommée Patricia Voss, a présenté des preuves qui auraient dû être impossibles à falsifier, des relevés bancaires montrant des retraits que je n'avais jamais effectués. Des reçus de casino avec ma signature provenant d'endroits où je n'avais jamais été, des frais de carte de crédit pour des sites de jeux en ligne dont je n'avais jamais entendu parler. Mon propre avocat, un homme honnête nommé Robert Chen, que j'avais utilisé pour des contrats commerciaux, n'arrêtait pas de secouer la tête pendant que nous examinions tout. Fletcher, je dois te demander. Est-ce que quelque chose de tout cela est réel? Parce que si tu cachais des dettes de jeu, j'ai besoin de le savoir maintenant afin que nous puissions travailler sur la limitation des dégâts. Rob, je jure sur la vie de mes enfants, je n'ai jamais joué à rien d'autre qu'à un billet de tombola d'église.
Quelqu'un me tend un piège, et je ne comprends pas comment ni pourquoi. Mais les preuves continuaient d'affluer, des déclarations de témoins affirmant que j'avais emprunté de l'argent et ne les avais jamais remboursés, un collègue de mon bureau jurant qu'il m'avait vu placer des paris sur mon téléphone pendant les pauses déjeuner, même mon voisin Jerry Hulbrook, avec qui j'avais bu des bières des dizaines de fois, a signé une déclaration sous serment disant qu'il m'avait vu devenir de plus en plus erratique et désespéré au cours de la dernière année. Le pire était de voir mes enfants pendant tout cela. Kinland a commencé à m'éviter, passant plus de temps chez des amis, me donnant des réponses monosyllabiques quand j'essayais de lui parler de basketball ou de l'école. Brenna me faisait toujours un câlin pour me souhaiter bonne nuit, mais je pouvais voir la confusion dans ses yeux, la façon dont elle essayait de réconcilier le père qu'elle connaissait avec l'homme que tout le monde disait que j'étais. L'évaluation de la garde était humiliante. Une psychologue désignée par le tribunal, la docteure Martinez, a passé 3 heures à me poser des questions sur ma santé mentale, ma relation avec mes enfants, mes habitudes financières. Elle était professionnelle mais distante, et je pouvais dire qu'elle avait déjà lu toutes les accusations de Cordelia avant que je n'entre dans son bureau. Monsieur Morrison, l'addiction implique souvent le déni. De nombreux joueurs compulsifs deviennent très habiles à cacher leur comportement aux membres de leur famille. Docteur, je comprends cela, mais je ne suis pas dans le déni parce que je ne suis pas un addict. Je vous dis la vérité. Elle a pris des notes et a dit qu'elle inclurait mes déclarations dans son rapport. L'audience finale était prévue pour un mardi de novembre. Je me suis rendu au palais de justice ce matin-là en sachant que j'allais probablement perdre mes enfants, mais espérant toujours que, d'une manière ou d'une autre, la vérité éclaterait, que quelqu'un verrait clair dans le jeu qui était joué. La salle d'audience était stérile et froide, rien à voir avec les scènes juridiques dramatiques que l'on voit dans les films. La juge Patricia Winters était une femme d'une 60aine d'années qui semblait avoir vu toutes sortes de destructions familiales imaginables et avait depuis longtemps cessé d'en être surprise. L'avocat de Cordelia a présenté son dossier avec une précision chirurgicale, relevés bancaires, déclarations de témoins, témoignages d'experts sur l'addiction au jeu et son impact sur les familles. Elle a dépeint un homme qui menait une double vie, dont l'addiction avait tellement dégénéré qu'il volait ses clients et mentait à tous ceux qui lui faisaient confiance. Mon avocat a fait de son mieux avec ce que nous avions, c'est-à-dire ma parole contre une montagne de documents. Il a souligné des incohérences dans certaines déclarations de témoins, remis en question le moment de certaines transactions financières et soutenu que les preuves étaient circonstancielles, ce n'était pas suffisant. La juge Winters a accordé à Cordelia la garde principale, la maison et la plupart de nos biens. J'ai obtenu un droit de visite supervisé tous les 2 week-ends en attendant l'achèvement d'un programme de traitement de l'addiction au jeu et d'un conseil financier. Alors que nous sortions du palais de justice, Cordelia m'a rattrapé sur le parking. Elle souriait, oui, souriait, alors qu'elle portait le coup de grâce. Tu ne reverras plus jamais Kinland et Brenna. Je les déménage à Portland le mois prochain, et tu n'as plus l'argent pour me combattre. Cette nuit-là, je me suis assis dans mon appartement vide et j'ai essayé de comprendre comment ma vie était devenue méconnaissable en moins d'1 an. Vivre dans la maison de ma mère, c'était comme entrer dans une capsule temporelle. Tout était exactement comme elle l'avait laissé quand elle est morte il y a 2 ans. Sa tasse de café était toujours dans l'égouttoir près de l'évier de la cuisine. Ses lunettes de lecture étaient pliées sur la table de chevet à côté de son fauteuil préféré. Même ses pantoufles étaient toujours soigneusement placées à côté de son lit, comme si elle était juste sortie un instant et allait revenir d'une minute à l'autre. Les premières semaines, je ne quittais pratiquement pas le canapé du salon. Je me réveillais chaque matin en pensant que tout cela n'était peut-être qu'un terrible cauchemar, que j'ouvrirais les yeux et serais de retour dans ma chambre californienne avec Cordelia dormant à côté de moi et le bruit des enfants se préparant pour l'école dans le couloir. Mais chaque matin, je voyais la tache d'eau au plafond de maman et je me souvenais que mon ancienne vie était partie, probablement pour toujours. La dépression m'a frappé comme un poids physique. Certains jours, je n'arrivais même pas à prendre une douche ou à faire du café. Je restais juste allongé à regarder le plafond, pensant à Kinland et Brenna, me demandant ce que Cordelia leur disait sur pourquoi papa n'était plus là. Étaient-ils inquiets pour moi? Pensaient-ils que je les avais abandonnés? Croyaient-ils les mensonges sur le jeu et le vol? Mais après environ 1 mois à m'apitoyer sur mon sort, quelque chose s'est déclenché en moi. C'était peut-être la voix de ma mère dans ma tête, la façon dont elle me disait que les problèmes ne se résolvent pas en souhaitant qu'ils disparaissent. C'était peut-être juste l'instinct de survie de base. Quoi qu'il en soit, j'ai réalisé que si je voulais avoir une chance de récupérer mes enfants, j'avais besoin d'argent, et le seul bien qui me restait était cette maison.
L'endroit avait besoin de travaux. Maman avait fait de son mieux pour l'entretenir au fil des ans, mais elle avait la soixantaine quand elle est morte, et certaines choses s'étaient dégradées. Les armoires de cuisine avaient besoin d'être refaites, la salle de bain avait besoin d'être rénovée, et tout l'endroit aurait pu utiliser une nouvelle couche de peinture. Si je voulais la vendre pour assez d'argent afin de financer une bataille juridique, je devais la faire briller. Je me suis jeté dans les travaux de rénovation avec une énergie désespérée. J'ai décapé le papier peint, poncé les sols, peint chaque pièce. Travailler avec mes mains me faisait du bien après des mois passés assis dans des bureaux d'avocats à me sentir impuissant. Chaque clou que je martelais, chaque mur que je peignais, était un petit acte de résistance contre les personnes qui avaient essayé de me détruire. Le sous-sol fut la dernière zone que j'ai abordée. Maman l'avait principalement utilisé pour le rangement, et il était rempli de décennies d'affaires accumulées, des boîtes de décoration de Noël, de vieux albums photos, mes projets scolaires de l'école primaire qu'elle avait gardés pour une raison quelconque. Passer en revue ces affaires était émouvant, mais aussi étrangement réconfortant. Cela me rappelait qui j'étais vraiment, d'où je venais, la femme qui m'avait élevé pour être honnête, travailleur et décent. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange autour de la fournaise. Le sous-sol avait un coin où se trouvait l'ancienne fournaise à mazout, convertie au gaz dans les années 1990, mais jamais déplacée de sa position d'origine. Mais le sol en béton autour d'elle semblait différent du reste du sous-sol. Il y avait des marques de rayures qui semblaient récentes, et quand je me suis agenouillé pour les examiner de plus près, j'ai pu voir que la poussière s'était déposée selon des motifs qui n'avaient pas beaucoup de sens. On aurait dit que la fournaise avait été déplacée, et récemment. C'était impossible. Maman était morte depuis 2 ans, et avant cela, elle était trop fragile pour déplacer quoi que ce soit de plus lourd qu'un livre. La fournaise devait peser plusieurs centaines de livres. Il n'y avait aucun moyen qu'elle ait pu la déplacer toute seule, et je ne voyais aucune raison pour laquelle elle aurait voulu le faire. Mais la preuve était là, devant moi, les rayures dans le béton, les motifs de poussière, même quelques éraflures sur la fournaise elle-même qui semblait fraîche. J'ai passé la majeure partie de l'après-midi à comprendre comment déplacer cette chose. J'ai dû déconnecter la conduite de gaz, ce qui m'a terrifié, et utiliser un diable à meuble et beaucoup de levier pour la déplacer d'environ 1 mètre du mur. Mon dos hurlait au moment où j'y suis parvenu, mais ça en valait la peine. Derrière la fournaise, encastré dans le mur en béton à hauteur d'épaule environ, se trouvait un petit coffre-fort dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. C'était l'un de ces anciens coffres-forts à combinaison, peut-être de 45 cm², peint du même gris que le mur du sous-sol, de sorte qu'il se fondait dans le décor. Le métal était poli par endroits, comme s'il avait été ouvert de nombreuses fois au fil des ans. Il n'y avait pas de nom de marque visible, rien pour indiquer son âge ou sa provenance. J'ai fixé ce coffre-fort pendant probablement 20 minutes, mon esprit s'emballant. Depuis combien de temps était-il là? Pourquoi ma mère ne l'avait-elle jamais mentionné? Qu'y avait-il à l'intérieur d'assez important pour être caché derrière une fournaise? Le cadenas à combinaison avait des chiffres de 0 à 99. Cela signifiait 10 000 combinaisons possibles, ce qui pourrait prendre une éternité à déchiffrer. Mais alors que j'étais là à le regarder, quelque chose que ma mère avait l'habitude de faire m'est revenu à l'esprit. Chaque année, le jour de mon anniversaire, le 15 mars, elle m'appelait à exactement 7h23 du matin. Pas 7h30, pas 7h15, mais 7h23 pile. Elle avait toujours dit que c'était parce que c'était l'heure exacte de ma naissance, et qu'elle voulait célébrer le moment précis où j'étais venu au monde. 15 mars 1977. 031577. Mes mains tremblaient alors que je tournais le cadran. À droite sur 03, à gauche sur 15, à droite sur 77. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis j'entendis un léger déclic, et la lourde porte s'ouvrit. Ce que j'ai trouvé à l'intérieur a changé tout ce que je pensais savoir de ma vie. Le coffre-fort était plus profond qu'il n'y paraissait de l'extérieur, et il était rempli à ras-bord. La première chose que j'ai vue était de l'argent, plus de liquide que je n'en avais jamais vu au même endroit. Des liasses de billets de 100 $ attachés avec des élastiques, certaines vieilles et jaunies, d'autres nettes et neuves. Mes mains tremblaient en les sortant, comptant au fur et à mesure. 847 000 $ pour être exact. Sous l'argent se trouvaient des documents, plusieurs permis de conduire, tous avec la photographie de ma mère, mais des noms différents, Isabella Reyes du Nouveau-Mexique, Maria Santos de l'Arizona, Catherine Walsh du Nevada. Les photos montraient ma mère à différents âges, mais c'était bien elle.
des versions plus jeunes de la bibliothécaire tranquille qui m'avait élevé, mais avec quelque chose de plus dur dans ses yeux, quelque chose de vigilant que je n'avais jamais remarqué quand elle était vivante. Il y avait des cartes de sécurité sociale correspondant au permis, des certificats de naissance, même un passeport pour Isabella Reyes daté de 1988. Tout semblait complètement authentique, non pas des faux, mais des documents officiels du gouvernement. Ma mère, Wilfred Morrison, avait apparemment vécu sous de multiples identités pendant des décennies. Au fond du coffre-fort se trouvait une enveloppe scellée avec mon nom écrit de la main soignée de ma mère. Mon vrai nom, pas un alias, juste Fletcher, dans l'écriture que j'avais vue sur les cartes d'anniversaire et les listes de courses toute ma vie. Je me suis assis lourdement sur le sol du sous-sol et j'ai déchiré l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient 3 pages manuscrites de ma mère, et la première ligne m'a glacé le sang. Mon très cher Fletcher, si tu lis ceci, ils t'ont enfin trouvé, et je ne suis plus là pour te protéger. La lettre a continué à détruire tout ce que j'avais cru de ma vie. J'ai dû m'arrêter de lire un instant. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir le papier. Vincent Castellano. Pas Vincent Morrison, ouvrier du bâtiment décédé dans un accident de la route, mais Vincent Castellano, qui a été assassiné par la mafia. Et ma mère n'avait pas seulement été une veuve essayant de joindre les deux bouts, elle avait été un témoin dans une affaire fédérale. La lettre continuait, nous sommes entrés dans le programme de protection des témoins en janvier 1990. Je suis devenu Wilfred Morrison. Tu es devenu Fletcher Morrison. Et nous avons déménagé à Akron, Ohio, pour recommencer. Le gouvernement nous a donné de nouvelles identités, une modeste compensation pour nous aider à établir nos nouvelles vies, et la promesse que nous serions en sécurité tant que nous ne contacterions jamais personne de notre ancienne vie ni ne révélerions qui nous étions vraiment. Tout a commencé à prendre sens. La façon dont ma mère semblait toujours avoir juste assez d'argent malgré son salaire de bibliothécaire. Sa réticence à parler de notre vie avant l'Ohio. La façon dont elle m'avait appris à ne jamais faire confiance aux étrangers trop vite, à ne jamais révéler trop d'informations personnelles, à toujours être conscient de son environnement. Je pensais qu'elle était juste protectrice, elle nous avait maintenus en vie. L'argent dans ce coffre-fort est ce qui reste de notre règlement gouvernemental, plus l'argent que j'ai économisé au fil des ans en vivant prudemment. Mais Fletcher, il y a autre chose que tu dois savoir. Quelque chose que j'ai découvert trop tard pour te prévenir correctement. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. J'ai engagé des enquêteurs privés pour te surveiller en Californie il y a 3 ans. Non pas parce que je ne te faisais pas confiance, mais parce que j'avais entendu des rumeurs selon lesquelles des gens posaient à nouveau des questions sur la famille Castellano. Ce qu'ils ont découvert m'a brisé le cœur. Ta femme, Cordelia, travaillait avec des gens qui nous cherchaient depuis des décennies. Ils t'ont trouvé en premier, et ils l'ont utilisé pour se rapprocher de toi. La pièce a commencé à tourner autour de moi. Cordelia, mon amour de lycée, la mère de mes enfants, la femme que j'avais aimée pendant 20 ans, avait travaillé avec les gens qui avaient tué mon père. Je ne sais pas si elle comprenait vraiment dans quoi elle était impliquée ou s'ils l'ont manipulée de la même manière qu'ils ont essayé de te manipuler. Mais la procédure de divorce, les fausses preuves concernant le jeu, tout cela était conçu pour te briser financièrement et émotionnellement afin que tu n'aies nulle part où aller, sauf à retourner en Ohio. Ils voulaient te forcer à venir ici, au seul endroit où ils savaient que j'aurais pu laisser quelque chose qui pourrait les mener à d'autres témoins ou preuves de l'affaire originale. J'avais l'impression que j'allais vomir. Chaque chose terrible qui m'était arrivée au cours de la dernière année, perdre ma maison, mes enfants, ma réputation, tout cela avait été orchestré par des gens qui chassaient ma famille depuis plus de 30 ans. Mais ma mère ne m'avait pas seulement laissé de l'argent et la vérité, elle m'avait laissé un moyen de riposter. Il y a un numéro de téléphone au bas de cette lettre. Appelle Marshal Theodore Vance du service des marshals des États-Unis. Il attend cet appel depuis le jour de ma mort. Dis-lui que tu es le fils de Vincent Castellano et dis-lui que tu es prêt à finir ce que nous avons commencé. Le numéro était écrit à l'encre rouge, souligné 3 fois. En dessous, ma mère avait écrit un dernier message, je suis désolé de ne pas avoir pu te dire la vérité de mon vivant. Je voulais te donner une vie normale, une chance d'être heureux sans regarder par-dessus ton épaule tous les jours. Mais j'ai toujours su que ce jour pourrait venir. Tu es plus fort que tu ne le penses, Fletcher. Tu viens d'une longue lignée de personnes qui ne reculent pas devant les combats, même lorsque les chances sont contre elles. Ton père serait fier de l'homme que tu es devenu. Je sais que je le suis. Utilise l'argent judicieusement. Récupère tes enfants.
Et souviens-toi que parfois la pire chose qui t'arrive te mène exactement là où tu dois être. Je suis resté assis sur le sol du sous-sol pendant 1 heure, fixant la lettre et essayant de comprendre ce que cela signifiait. Toute ma vie avait été un mensonge, mais pas le genre de mensonge qui vous diminue, le genre de mensonge qui vous protège jusqu'à ce que vous soyez assez fort pour gérer la vérité. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de Marshall Theodore Vance. Marshall Theodore Vance a répondu à la 2e sonnerie, comme s'il était resté assis près de son téléphone à attendre pendant 35 ans. Vance. Marshall Vance. C'est Fletcher Morrison, mais je pense que mon vrai nom est Fletcher Castellano. Il y eut une longue pause, puis une profonde inspiration. Fils, j'attendais cet appel depuis la mort de ta mère. Où es-tu en ce moment? Je suis dans la maison de ma mère à Akron, assis à côté d'un coffre-fort ouvert qu'elle m'a laissé. Ne touche à rien d'autre. Ne parle à personne. Et ne quitte pas cette maison. Je serai là dans 4 heures. Marshall Vance s'est avéré être un homme grand, aux cheveux gris, au début de la soixantaine, qui semblait avoir vu toutes les formes de mal humain imaginables et ne s'y était jamais vraiment habitué. Il est arrivé avec 2 autres agents fédéraux et a passé 6 heures à examiner tout ce que ma mère avait laissé derrière elle, photographier des documents, cataloguer des preuves et me poser des questions sur ma vie en Californie. Votre mère était l'une des personnes les plus courageuses avec qui j'ai jamais travaillé, m'a-t-il dit alors que nous étions assis à sa table de cuisine vers minuit. Elle savait qu'il finirait par retrouver son fils, alors elle s'est préparée pour ce jour. L'argent, la combinaison du coffre-fort utilisant votre anniversaire, même l'embauche de ces enquêteurs privés pour vous surveiller en Californie. Elle voulait que vous trouviez tout cela quand vous en auriez le plus besoin. L'ampleur de ce qui m'était arrivé était encore pire que ce que j'avais imaginé. La famille criminelle Torino traquait systématiquement les témoins du procès pour le meurtre de mon père depuis des décennies. Mais ils étaient devenus plus astucieux. Au lieu de simplement tuer des gens, ce qui attirait trop l'attention fédérale, ils avaient appris à détruire des vies de manière plus subtile. Ils trouvaient des moyens de compromettre les personnes les plus proches de leur cible, puis utilisaient ces personnes pour créer le chaos et la ruine financière. Ils travaillent sur votre dossier depuis au moins 5 ans, a expliqué Marshall Vance. Ils ont trouvé Cordelia grâce à ses contacts dans l'immobilier, des gens qui connaissaient le bon type de criminel. Ils l'ont probablement approché d'abord comme des clients potentiels, une affaire légitime qui s'est lentement transformée en autre chose. Les enquêteurs que ma mère avait engagés avaient monté leur propre dossier pendant ce temps, documentant tout. Ils avaient des enregistrements de Cordelia rencontrant des personnes liées à l'organisation Torino. Ils avaient des preuves d'échange d'argent, de création de faux documents et de témoins payés pour mentir à mon sujet. L'histoire de l'addiction au jeu, les faux relevés bancaires, tout cela était leur œuvre. Marshall Vance a déclaré qu'ils avaient utilisé la même stratégie sur 6 autres témoins au cours des 15 dernières années, créer le chaos financier et juridique, détruire la crédibilité de la personne, puis attendre qu'elle retourne d'où elle venait. Mais il y avait quelque chose sur quoi la famille Torino n'avait pas compté. La mort de ma mère de cause naturelle 2 ans plus tôt avait déclenché certains protocoles au sein du service des Marshall. Ils surveillaient discrètement la situation, attendant de voir si quelqu'un viendrait chercher la maison sécurisée en Ohio. Nous avons eu une surveillance sur ce quartier pendant 2 ans, a admis Marshall Vance. Nous savions que s'il vous forçait à revenir ici, il finirait par agir. Nous documentons toute personne ayant montré un intérêt inhabituel pour cette adresse. La révélation la plus choquante est arrivée le lendemain matin. Cordelia avait été arrêtée à son hôtel de Portland à 6 heures du matin, ainsi que 3 hommes qui la suivaient. Elle avait collaboré avec des personnes qu'elle pensait être des enquêteurs privés l'aidant à obtenir un meilleur accord de divorce. Elle n'avait aucune idée qu'ils étaient liés au crime organisé avant que des agents fédéraux ne le lui expliquent dans une salle d'interrogatoire. Elle a accepté de témoigner, m'a dit Marshall Vance autour d'un café. L'appel téléphonique le plus difficile que j'ai jamais fait fut à Kinland et Brenna. Ils séjournaient chez la sœur de Cordelia à Portland, confus et effrayés parce que leur mère avait été arrêtée et que personne ne leur disait pourquoi. Papa. La voix de Kinland sonnait petite et jeune, rien à voir avec l'adolescent confiant dont je me souvenais. Salut, mon grand. Je sais que tout cela est très déroutant en ce moment, mais j'ai besoin que tu saches que tout va bien se passer. Ta maman et moi t'aimons tous les deux très fort, et rien de ce qui s'est passé n'est la faute de personne. Es-tu vraiment un joueur compulsif? A demandé Brenna quand elle a pris le téléphone. Maman a dit que tu avais volé de l'argent et que c'est pour ça que nous avons dû déménager. Non,
ma chérie. Je n'ai jamais joué et je n'ai jamais rien volé. De très mauvaises personnes ont menti sur moi pour nuire à notre famille, mais la police les a attrapés. Nous serons de nouveau ensemble très bientôt. Il a fallu 6 mois pour démêler tout cela légalement. Les preuves que les enquêteurs de ma mère avaient recueillies, combinées aux témoignages de Cordelia et au dossier fédéral contre l'organisation Torino, ont suffi à blanchir complètement mon nom. Les faux dossiers de jeu ont été révélés comme des contrefaçons. Les témoins qui avaient menti à mon sujet ont rétracté leurs déclarations. Ma licence d'assurance a été réintégrée avec des excuses officielles du conseil d'administration de l'État. Cordelia et moi ne retrouverons jamais ce que nous avions. Trop de dégâts ont été faits. Trop de mensonges ont été dits. Trop de confiance a été brisée. Mais nous travaillons ensemble maintenant pour aider nos enfants à comprendre ce qui s'est passé et pourquoi. Elle est en thérapie, faisant face à la culpabilité d'avoir été manipulée pour détruire sa propre famille. Je suis en thérapie, apprenant à faire confiance aux gens à nouveau. Mais nous avons récupéré nos enfants, et c'est ce qui compte le plus. La maison en Ohio a été vendue pour assez d'argent pour acheter un plus petit logement en Californie et financer les comptes universitaires des 2 enfants. Kinland est de retour dans l'équipe de basketball, et son entraîneur dit que plusieurs universités sont toujours intéressées malgré la perturbation de sa 3e année de lycée. L'art de Brenna est devenu plus optimiste ces derniers temps, plus coloré, bien qu'elle dessine encore beaucoup de tableaux de famille qui semblent avoir survécu à des tempêtes. Je pense à ma mère tous les jours, au sacrifice qu'elle a fait pour me donner une enfance normale. Au courage qu'il lui a fallu pour témoigner contre des meurtriers et passer ensuite 35 ans à regarder par-dessus son épaule. Elle m'a sauvé la vie 2 fois, une fois quand j'avais 12 ans et une autre fois quand j'avais 47 ans, et je n'ai jamais eu la chance de la remercier pour l'une ou l'autre. L'affaire Torino passera en jugement l'année prochaine, et je témoignerai, tout comme ma mère l'a fait il y a tant d'années. Cette fois-ci cependant, je ne fuirai pas après. Cette fois, nous allons finir ce qu'elle a commencé. Parfois, la pire chose qui vous arrive vous mène exactement là où vous devez être. Ma mère le savait, et elle s'est assurée que même d'outre-tombe, elle pouvait encore protéger son fils. Si cette histoire vous a touché de quelque manière que ce soit, veuillez la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous et parlez-moi d'une fois où quelqu'un de votre famille vous a protégé d'une manière que vous n'avez comprise que plus tard. Et si vous voulez entendre d'autres histoires de personnes ordinaires confrontées à des circonstances extraordinaires, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Merci de votre écoute. Et souvenez-vous que parfois, les personnes qui nous aiment le plus sont celles qui mènent des batailles que nous ne voyons jamais.